Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la RSE chez Capgemini. Tout d'abord, nous allons tenter de vous expliquer en quoi consiste la RSE et surtout comment elle s'applique au sein de Capgemini. Pour cela, nous avons invité notre monsieur RSE Pascal Auger, qui est délégué syndical chez Invent, et Mathieu Djad, DS chez APS. Bonjour Pascal, bonjour Mathieu. Alors Pascal, que signifie cet acronyme RSE et en quoi cela consiste ? Bonjour Géraldine. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, également appelée responsabilité sociale des entreprises. Elle est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités. D'un point de vue global, la RSE s'inscrit dans le cadre d'efforts pour le respect de l'environnement et dans une démarche de développement soutenable. Le but est d'améliorer la qualité de vie des collaborateurs et de toutes les personnes qui entrent en contact avec l'entreprise, mais aussi de la communauté et des générations futures. Et concrètement, cela s'inscrit comment au quotidien dans mon travail ? Je vais essayer de vulgariser les concepts et de te montrer que déjà tu fais du RSE chez Capgemini et que tous nos accords d'entreprise doivent désormais intégrer nos objectifs de développement soutenable et favoriser des activités plus éco-responsables. Excuse-moi, juste un instant, pardon, je peux intervenir ? Oui, bien sûr. Oui, moi j'ai entendu parler de développement durable, ça je vois à peu près. Maintenant on parle de soutenable, est-ce que il y a une différence ? Tu peux nous expliquer ? Oui, bien sûr. C'est ce que nous devrions utiliser comme terme, car il fait référence à la soutenabilité forte de notre développement, dans laquelle on ne peut pas remplacer le capital naturel par du capital économique ou humain. Par exemple, on ne peut pas remplacer l'extraction de matières non renouvelables par un progrès technique. Donc c'est beaucoup plus contraignant que le développement dit durable. C'était d'ailleurs le terme anglais à l'origine, Sustainable Development, lors de la publication du rapport Brundtland par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU en 1987. D'accord, donc il faut plutôt utiliser soutenable, développement soutenable. Et donc tu parlais d'activités éco-responsables. Là, je suppose que le développement du télétravail, à cause de la crise sanitaire, c'est plutôt une bonne chose, non, pour ça ? Oui, en effet, parce que les déplacements constituent la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les GES, chez Capgemini, car beaucoup de salariés prennent leur voiture pour venir travailler chez Capgemini ou chez le client. Le télétravail, et plus généralement le travail à distance depuis un site Capgemini, vont permettre une diminution massive des émissions de dioxyde de carbone, le fameux CO2. La mise en place de tiers-lieux, c'est-à-dire un lieu qui est proche de chez moi, qui me permet de travailler en toute sécurité et confidentialité, avec le bon équipement de travail, ça permettrait également de réduire la distance domicile-lieu de travail et ça supprimerait donc la nécessité de l'utilisation de la voiture personnelle. Donc l'idée c'est d'éviter les déplacements, mais ça ne risque pas de poser un problème sociétal ? Non, il faut le faire avec discernement, en respectant le rythme de l'homme. Tiens, j'ai un exemple de nombreuses formations se font à Paris. Pourquoi ne pas décentraliser ces formations pour éviter les déplacements ? Tiens, alors, à ce sujet, j'interviens justement. Il y a la CFDT, en fait, c'est une des organisations qui est à l'initiative du pacte de pouvoir de vivre, notamment aux côtés de différentes organisations syndicales, notamment la CFTC, l'INSA, et par ailleurs d'autres fondations, donc celle de Nicolas Hulot et de l'abbé Pierre, dont nous sommes assez proches, le reste. Oui, effectivement, on a choisi de prendre le tournant de l'écologie et du vivre ensemble. Face à l'urgence climatique et au défi sociétal qui va en découler, il faut comprendre que la RSE n'est pas une mode ou bien un sujet de discussion pour les bobos et les citadins. La RSE, ça nous concerne tous. Elle ne doit pas opposer les Français, elle doit s'inscrire dans une évolution sociétale. D'accord, voilà. Je comprends un peu mieux, mais enfin, ça fait beaucoup de concepts théoriques. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, décliner un petit peu d'une certaine manière, comment ça peut être appliqué chez Capgemini ? Oui, la première chose pour moi, c'est de prendre la mesure. C'est ce que fait la direction RSE en mesurant l'empreinte carbone de Capgemini pour savoir comment s'y prendre pour réduire cette empreinte. L'empreinte carbone, c'est intéressant parce que ça mesure ce que nous émettons en France, par exemple mon voyage dans ma voiture personnelle pour me rendre au bureau, mais aussi les émissions produites ailleurs pour produire les produits et les services que j'utilise. Par exemple, les émissions de CO2 produites en Chine pour fabriquer mon ordinateur ou mon téléphone portable,
ou les émissions produites dans le sud-est asiatique pour produire mon jean ou mon t-shirt. Et ça permet d'arrêter le débat sur « Ah, c'est pas à nous les Français de baisser nos émissions, c'est aux Chinois de le faire ». Parce qu'en fait, quand je baisse mon empreinte, ça va impliquer une baisse des émissions en Chine. D'accord, ok. Alors par contre, pour mieux cerner encore, là, les acteurs, en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des acteurs, une commission en termes de RSE, en fait, comment ça se traduit concrètement, en fait, comment on peut faire? La RSE, elle organise des ateliers pour réduire, par exemple, notre empreinte carbone associée à nos usages numériques, avec les mails, les stockages de données dans le cloud. Et lors de ces ateliers, les participants vont comprendre l'impact de leurs actions et, par exemple, nettoyer leur boîte mail de tous leurs messages inutiles, comprendre qu'il est important de réduire le nombre de destinataires de mes envois de mails et surtout réduire l'envoi de pièces jointes volumineuses dans mes envois de mails. Tiens, ça c'est intéressant. Nous qui sommes dans le monde de l'informatique, tiens, je découvre que le numérique a un impact. Tu peux nous dire un peu quel niveau d'incidence ça a ? Oui, le numérique, ça représente aujourd'hui plus de 4% des émissions mondiales de CO2. C'est-à-dire, c'est plus que tout le transport aérien mondial. Et les prévisions sont de l'ordre de 8 à 12% d'ici 2030. Donc dans ce contexte, Capgemini a un rôle majeur à jouer pour produire des systèmes plus économes, plus respectueux et à inciter ses clients à prendre le virage du Green IT, c'est-à-dire d'un monde digital plus respectueux de l'environnement et des générations futures. Oui, d'ailleurs, notre DG, M. Aiman Ezzat, a annoncé son engagement d'atteindre la neutralité carbone de ses opérations au plus tard en 2025 et l'objectif zéro émission nette d'ici 2030. Est-ce que, Pascal, tu peux nous expliquer brièvement la différence entre neutralité carbone et zéro émission nette pour les béotiens que nous sommes ? Oui, bien sûr. La neutralité carbone, ça veut dire que je compense toutes mes émissions de CO2. Donc, par exemple, lorsque je fais un voyage en voiture, j'investis en parallèle dans un projet qui permet de supprimer de l'atmosphère tout le CO2 que j'ai émis avec mon voyage en voiture. Ça peut être, par exemple, planter des arbres ou acheter une forêt qui risque de subir une déforestation ou investir dans un système d'énergie renouvelable qui remplacera un système d'énergie fossile. Et en résumé, si j'émets 100 kg de CO2, je compense avec un projet qui retire 100 kg de CO2 et j'arrive donc à une situation neutre. Pour la notion de zéro émission nette, ça veut dire que je vais chercher à réduire mes émissions. Donc si je reprends l'exemple de mon voyage en voiture de tout à l'heure, cela pourrait dire soit je décide de ne pas faire ce voyage, soit de le faire en bicyclette. Et là, c'est beaucoup plus contraignant pour l'entreprise, car à un moment donné, on en revient à la question du début. C'est la mesure. Qu'est-ce qui permet de savoir où nous en sommes aujourd'hui pour le nombre de tonnes de CO2 de l'empreinte carbone de Capgemini ? Voir quel est l'objectif raisonnable de niveau d'empreinte carbone de Cap en 2030, comment ça se traduit en termes d'émissions et donc de compensation. Une fois qu'on a le point de départ, appelons-le le point A, et qu'on a fixé la cible, appelons-le le point Z, on peut regarder comment chaque année nous allons pouvoir réduire nos émissions pour nous permettre de visualiser la trajectoire qui part du point A et qui arrive au point Z. Et d'abord, est-ce que c'est une courbe ? Est-ce que c'est une droite ? Ou une succession de segments de droite ? Et à chaque évolution de la trajectoire, on peut alors commencer à poser des questions sur ce qui fait évoluer cette droite ou cette courbe. Ça, j'allais dire que c'est des concepts très riches. Je découvre en fait que la RSE est assez riche, beaucoup de concepts. Et donc, je dirais que heureusement que nous avons quelques schémas qui permettent d'appréhender tous ces concepts. Du coup, merci Pascal. Oui, alors, par exemple, si je suis en 2021, j'ai mon niveau d'empreinte carbone qui est, disons, de 350 000 tonnes. En 2022, imaginons que quand je regarde ma trajectoire, je dois atteindre 311 000 tonnes. Qu'est-ce qui me permet d'y arriver ? Est-ce que c'est moins de mails échangés entre les salariés ? Est-ce que c'est moins de trajets en voiture vers les sites Capgemini ? Est-ce que c'est moins de trajets en voiture vers les sites clients ? Moins de trajets en avion vers les sites clients ? Ou moins de protéines animales proposées au restaurant d'entreprise, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers ? Est-ce que c'est moins de climatisation ou moins de chauffage dans les bâtiments de Capgemini ? D'accord. Est-ce que c'est moins de renouvellement des équipements électroniques des salariés ? Ou alors, est-ce que c'est plus de compensation par des plantations d'arbres, des sauvegardes de forêts, des financements de projets de transformation de sources d'énergie ?
Une fois qu'on aura la forme de la trajectoire entre A et Z et qu'on aura les explications associées à chaque palier de la trajectoire, on va pouvoir suivre. On va pouvoir interpeller, motiver, mobiliser autour de chaque objectif annuel. Et ensuite, regarder l'écart entre ce qu'on a prévu initialement et ce qui se passe dans la vraie vie, pour en tirer des leçons pour les années suivantes. Et ça, c'est un sacré beau défi en tout cas. Bon, on va pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, merci Pascal, merci Mathieu pour tes questions pertinentes. Et c'est dommage. On va faire un prochain podcast pour parler de l'atelier que tu animes, Pascal, qui s'intitule La fresque du climat et qui sensibilise le public au dérèglement climatique. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou à nous envoyer un mail à cfdt.infra.idf.lille@gmail.com. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. À la réalisation, Yanis. Merci à lui. À bientôt. Merci.